Bonjour et bienvenue dans le canapé de la rédac de Radio Notre-Dame. Oscar et la Dame en rose, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Odette tout le monde, l'enfant de Noé, la nuit de feu, la part de l'autre, l'Évangile selon Pilate, ma vie avec Mozart, ou lorsque j'étais une œuvre d'art, pour ne citer que. Vous avez forcément lu l'un de ces livres ou vu un de ces films ou même une pièce de théâtre. Et il nous fait l'amitié de répondre à quelques-unes de nos questions. Bonjour Eric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes actuellement en tournée aussi au théâtre sur scène avec Madame Pilinska et le secret de Chopin. Et après 22 millions de livres vendus dans le monde entier et traduits dans combien de langues 48, je crois. Alors vous avez entrepris de rédiger dès 2021 une série de 8 tomes, une octologie peut-on dire, La traversée des temps, et le 3e tome, Soleil sombre, qui vient de sortir je crois. Alors justement, le choix de se replonger dans l'histoire à travers un roman, est-ce pour mieux interroger notre époque ? Ah oui, clairement. D'abord, on interroge toujours le passé à partir du présent. On découpe une fenêtre dans le mur du présent pour regarder le passé. C'est toujours un point de vue contemporain. Et moi, mon point de vue, c'est comment sommes-nous arrivés là ? Donc ça part de quelle période en fait ? Alors, le premier tome, Paradis perdu, se passait au Néolithique, Oui. 8000 ans avant Jésus-Christ. Le deuxième tome, La porte du ciel, qui est la traduction du mot Babel. Oui. La porte du ciel se passait donc en Mésopotamie, 4000 ans avant Jésus-Christ. Et le troisième tome, Soleil sombre, se passe à Memphis, en Égypte, au bord du Nil. Pas Memphis aux États-Unis, on Non, est d'accord. ça n'existait pas en 1650 avant Jésus-Christ. C'est comme Philadelphie, n'existait voilà, pas encore. Exactement. Ouais. Et donc, je me place toujours dans des moments où l'humanité bascule, où l'humanité passe d'un état à un autre. Dans le premier tome, l'humanité passe des chasseurs-cueilleurs aux sédentaires. Alors tout change. La natalité, il va y avoir une explosion démographique, mais aussi la condition de l'homme, de la femme, etc., etc. À chaque fois, mon histoire se passe dans ces moments-là, mais mon histoire est d'abord une histoire de personnages. Ouais. C'est des romans, il faut le dire. C'est pas des livres romans historiques. Vous documentez, forcément. Énormément, bien sûr, et je fais tout vérifier par des historiens. Et en 1500 pages, déjà, je n'ai eu aucune remarque qui me disait « vous avez fait une erreur ». Tant mieux. Mais c'est d'abord une histoire d'hommes et de femmes, puisqu'il y a un personnage principal, Noam, qui est affecté d'immortalité. Je dis bien affecté parce que ce n'est pas un cadeau, et qui traverse l'histoire et qui nous raconte ses aventures, et ses aventures, c'est la nôtre. C'est vrai qu'en fait, vos personnages, on va juste un petit peu après, mais ils traversent la mort, ils traversent les temps. Enfin, c'est un peu une manière de vous donner une vraie liberté, en fait, d'écriture. Ah oui, je suis... Je pense que la littérature est un champ de liberté à partir duquel on peut tout interroger. Et donc, oui, j'ai écrit des pièces, vous l'évoquiez, Hôtel des Deux Mondes, par exemple, où les personnages sont dans le coma. Oui. Et vont-ils prendre l'ascenseur pour redescendre dans la vie ou partir dans la mort Je crois que c'est la force de la littérature de pouvoir incarner toutes les questions et de se donner toute la liberté. Alors justement, juste une chose, parce que avant d'être le romancier que vous étiez dramaturge, parce que vous avez commencé par les pièces de théâtre, et je crois que vous jouez aussi en ce moment en tournée, et ça peut vous arriver que le romancier parfois oublie de monter sur scène. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette petite anecdote? Je sais tout. Hein. Ah oui. C'était récemment, j'écrivais passionnément La traversée des temps, le 3e tome, et je jouais le soir, je ne sais plus si c'était Monsieur Ibrahim ou si c'était Madame Pilinska, parce que je joue les deux. Et voilà, donc préparé, maquillé, dans ma loge. Tout d'un coup, je me mets à écrire et tout d'un coup, j'entends tambouriner derrière moi. C'était pas les 3 coups. Le rideau allait se lever et je n'étais pas là. Heureusement, du moment que j'ai la première phrase, après, tout va bien. C'est ça. Mais non, c'est une passion absorbante, la création. Alors justement, vous avez dit que les titres, c'est l'âme d'un livre. Oui, vous avez dit ça. Le visage même. Le visage même d'un livre. Alors justement, je vous propose une petite interview basée sur les titres de vos livres, nouvelles et pièces de théâtre. Par exemple, vous avez écrit La nuit de feu. Quel est ce feu qui vous anime, Eric Emmanuel Schmitt? Il n'est pas le mien, il vient de très très loin, puisque La nuit de feu raconte comment je suis rentré dans le Sahara athée et j'en suis ressorti croyant. C'est parce que j'ai passé une nuit de feu, c'est une expression de Blaise Pascal.
j'ai passé une nuit mystique. Un peu comme Saint-Augustin qui a connu le Sahara. Voilà, comme Claudel à Notre-Dame. Notre-Dame. Moi, c'était dans le Sahara, qui est quand même une bonne adresse de Dieu. Oui. C'est vrai que Jésus allait souvent dans le désert. Dans l'Évangile, on l'apprend. Ça a tout changé, quoi. Il n'a pas parlé avant que Jean-Baptiste le désigne, et il s'est enfui 40 jours dans le désert. Et quand il revient, il parle enfin. Ouais. Alors, vous avez écrit « Lorsque j'étais une œuvre d'art », il y a quelques années déjà maintenant, si vous deviez avoir une œuvre d'art dans le monde. Alors, je vous pose la question différemment, si vous deviez voler une œuvre d'art pour l'amener chez vous, ce serait laquelle? Évidemment, on ne le recommande pas de le faire, on est d'accord. Non, il y a tellement d'œuvres que j'aime, j'ai jamais pensé ça. Ouais. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Je pense que je prendrais un tableau de Watteau pour la délicatesse, pour le crépuscule qui arrive et en même temps la splendeur de quelque chose qui s'évanouit. Sensoriellement, je suis très sensible à Watteau. Alors, vous avez écrit Ma vie avec Mozart. Comment trouvez-vous de l'harmonie entre toutes vos activités? Alors, mon harmonie, ou ce qui m'harmonise, c'est la joie. Ouais. Je fais les choses avec joie. Et du coup, je fais beaucoup de choses. Parce que, comme disait Spinoza, la joie décuple le pouvoir de faire. Et plus on fait les choses avec joie, plus on peut faire de choses. Et donc, c'est vrai que souvent, les gens s'étonnent que je fasse autant de choses. J'écris, je voyage, je monte sur scène, je dirige un théâtre, de temps en temps, je fais un film, etc. Mais c'est la joie qui me donne la force. Alors justement, vous avez écrit la pièce de théâtre L'Hôtel des Deux Mondes, où les personnages sont dans un étrange lobby d'hôtel entre la vie et la mort. Mais comment le philosophe agrégé que vous êtes analyse un peu les velléités transhumanistes qu'on voit de plus en plus arriver? Sévèrement. Le transhumanisme, en fait, on pourrait expliquer peut-être pour ceux qui nous regardent, c'est en fait la tentation de vouloir devenir immortel, en fait. Oui, alors au départ, c'est le désir légitime et tout à fait médical de perfectionner l'homme, de pouvoir remplacer un organe défaillant, voire un membre défaillant, etc. Donc ça, c'est l'homme ajouté, c'est l'homme agrandi. Donc au départ, il y a quelque chose de totalement légitime. Mais après, ça devient une idéologie, c'est-à-dire avec cette idée qu'il va falloir combattre la mort et peut-être supprimer la mort. Et alors, cette idée de changer la condition humaine et de supprimer la mort est une chose, moi, qui me scandalise absolument, ou que ça me paraît d'un irréalisme total. Mais ça me scandalise d'abord philosophiquement, moralement, religieusement, et puis ça me scandalise socialement. Imaginez un monde où effectivement certains, grâce à des injonctions, à des médicaments, etc., arriveraient à vivre 300 éternellement, disons plusieurs siècles. Ça voudrait dire une double humanité, une humanité qui est immortelle ou qui vit très longtemps, et une humanité qui est normale, c'est-à-dire l'argent. Et puis une sous-humanité qui n'a pas d'argent et qui ne peut pas avoir accès à ça. Ça me révolte. Justement, vous avez écrit L'Enfant de Noé et Oscar et la Dame en Rose, peut-être un roman qui vous a vraiment fait connaître par un public large. Il y en a eu d'autres, bien sûr. Et en fait, qui ont en commun de raconter l'horreur de la Shoah pour le premier et la maladie pour le deuxième. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir un regard d'enfant? Puisque Oscar et la Dame en Rose et l'Enfant de Noé, c'est deux enfants qui parlent finalement. Oui, c'est très important pour moi parce que quand on est enfant, on est spontanément philosophe. C'est-à-dire quand on est enfant, qu'est-ce qu'on fait? On pose des questions. On s'interroge. Et on ne s'interroge pas muni d'une culture, mais avec juste sa raison. Et c'est ça, être philosophe. Platon disait que la première vertu du philosophe, c'est le fait de s'étonner. Quand on ne s'étonne plus, on n'est pas philosophe. L'enfant s'étonne et interroge. Et tout d'un coup, je trouve qu'il y a une différence majeure entre l'enfant qui s'étonne et qui interroge et avec des adultes qui, eux, sont persuadés d'avoir des réponses sur tout et qui vivent dans la certitude, dans la mort de la question. Et la philosophie, c'est la vie de la question. Donc les enfants, pour moi, ils ont l'avantage d'être des enfants, c'est-à-dire d'avoir un bagage léger et une grande sensibilité, mais ils ont aussi cette pertinence intellectuelle de toujours s'étonner et interroger. Donc ce sont des héros philosophes.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Eric Emmanuel Schmitt, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre tous les jours. Merci à Madeleine qui a réalisé ce plateau du Canapé de la Rédac. Et on vous dit à très bientôt. Et en attendant, n'hésitez pas à lire les livres de Eric Emmanuel Schmitt qui viennent de sortir. Et puis je pense qu'il y en aura encore au moins 5 autres sur cette trilogie, voire des pièces de théâtre et des films. C'est bien ça. Oui, ben, le tout dernier est une exception. Hein, c'est le défi de Jérusalem. Le défi de Jérusalem, dont nous allons parler avec Ludo Fresne, puisque vous étiez son invité. Qui raconte le voyage que j'ai fait en Terre Sainte au mois de septembre. C'est ça. Bah, écoutez, on le lira avec beaucoup d'attention. À très bientôt et bonne journée à tous.